Hey, merci beaucoup. Je remercie encore une fois de plus l'équipe de m'avoir invité une fois de plus à prendre part à cette brillante initiative, à cette brillante activité qui n'est autre que Mars féminin. Bonsoir à toutes les femmes. J'espère que tout le monde est scotché. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus ce soir. Après une année, c'est ça? Après une année, voilà. Je bénis le Seigneur qui a permis ces moments. C'est encore une belle occasion pour nous d'apprendre. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous poser quelques questions. Combien parmi nous ont déjà entendu supporte, c'est ton mari, ou ce sont les affaires de famille, ne va pas au tribunal. Ces phrases, beaucoup de femmes les entendent au quotidien. Derrière elles se cachent souvent des injustices ou des injustices et des droits non respectés. C'est pour cela que la Journée internationale des droits des femmes existe, pour rappeler, pour défendre et faire avancer nos droits. Et je veux rappeler ceci, la journée du 8 mars n'est pas la journée ou du pagne ou la fête ou la journée de la fête de la femme, mais c'est la journée internationale des droits des femmes. Et cette journée, on va dire que elle est née d'un long combat pour que nos droits soient reconnus. Et l'année dernière, je pense que j'avais expliqué l'origine de cette journée. J'avais expliqué, j'avais un peu parlé des instruments, c'est-à-dire que les textes, les lois qui ont été mises en place justement pour lutter contre les injustices, contre toute forme de discrimination faite à l'endroit des femmes. Et aujourd'hui, donc, on va peut-être pas rentrer dans ce détail-là, c'est-à-dire que rappeler l'origine de cette journée, mais on va dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la journée du 8 mars est une journée née de longues batailles qui ont conduit les Nations Unies à, à adopter, à mettre en place des instruments juridiques, justement pour lutter, comme je l'ai dit tantôt, pour lutter efficacement contre toutes les discriminations, toutes formes de discrimination, d'injustice que les femmes subissent au quotidien. Donc, aujourd'hui, on va dire que malgré les avancées, les droits existent, mais on va dire que ces droits existent sur papier, en fait. C'est pourquoi, dans la réalité quotidienne, on va continuer à voir ces discriminations. On va continuer à voir que les femmes continuent à être discriminées, que les femmes continuent à subir toute forme de violence. Voilà. Et c'est pourquoi je pense que cette année, les Nations Unies nous ont proposé le thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les jeunes filles. C'est un thème très intéressant que je me ferai le plaisir de partager avec vous. Et aussi, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et ici, on va dire que combien ici ont déjà été confrontés à des injustices ou discriminations? Tapez ou enfin dans le chat, mettez si vous avez la possibilité de le mettre, de répondre à cette question. Combien ici ont déjà été victimes de toute forme de discrimination?
Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le cadre social, enfin, dans le cadre professionnel, ça peut être n'importe où, en fait. Est-ce que vous avez déjà été victime? Une femme ici a déjà été victime de discrimination? Ok, je vois déjà une réponse à quelqu'un qui a dit oui. Ça, c'est très intéressant. Donc, on va se rendre compte que au quotidien, les femmes continuent à vivre, à subir les injustices. Donc, je vais essayer un peu de parler un peu en quelque sorte quels sont les droits avant de continuer. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que les Nations Unies ont mis à la portée des nations, des pays, des États à travers le monde, des conventions qui sont considérées comme des instruments juridiques pour lutter efficacement contre toute forme de discrimination. Et donc, on va dire que au travers de ces conventions, de ces lois, aujourd'hui, on peut dire que la femme a le droit de voter, ce qui n'était pas le cas hier. Elle a le droit d'avoir accès à l'éducation, au travail, à la protection contre certaines formes de discrimination, j'allais dire. Et aujourd'hui, on va se rendre compte que, bon, c'est comme je disais tout à l'heure, les droits existent. Puisque nous avons lutté, les droits existent, mais on va constater que ces droits n'existent que sur le papier. Et on va se rendre compte que ces droits ne sont pas effectifs de nos jours. D'où, d'aucuns pourraient se poser la question de savoir, les droits existent, mais pourquoi les discriminations continuent d'exister? Pourquoi autant de discriminations à l'endroit de la femme? Pourquoi la femme continue à subir toute forme de violence? Et pourtant, la loi existe, les lois existent, les conventions existent, les conventions ont été bel et bien ratifiées. Il y a plusieurs choses. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, on va essayer d'analyser un peu ces aspects, en fait, de tous les aspects, les trois aspects du terme, tel que proposé par les Nations Unies. Nous avons le droit, nous avons la justice, nous avons des actions. Quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place? Donc, les droits, comme je vous ai parlé tout à l'heure, nous avons le droit au vote. S'agissant des droits, en fait, que les femmes ont, nous avons le droit à l'éducation, nous avons le droit à la dignité, nous avons le droit à la protection contre les violences, nous avons le droit à l'égalité devant la loi, nous avons le droit à la propriété et à l'héritage. Donc, je t'ai entendu dire tout à l'heure que les droits existent, mais aujourd'hui, les femmes continuent à subir, les femmes continuent à être discriminées, les femmes continuent à être écartées de la succession. Par exemple, en Afrique, nous avons encore le poids des traditions qui pèsent même encore sur les lois, alors que ça ne devait pas être le cas. Ça devait être le contraire qui devait se produire. En fait, c'est-à-dire que les lois devraient prendre le dessus sur les traditions. En Afrique, jusqu'aujourd'hui, malgré l'existence de ces lois, de ces droits, j'allais dire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas hériter au même titre que les garçons, les hommes. Les filles, les jeunes filles n'ont pas le droit d'hériter au même niveau, au même titre que les garçons. Pourquoi? Parce que c'est la tradition et c'est comme ça. Vous avez des femmes aujourd'hui qui continuent à subir des injustices, des discriminations. Vous avez des femmes qui sont écartées de la succession de leurs parents. Vous avez des femmes qui ne peuvent pas d'obtenir gain de cause par rapport à l'héritage. Vous avez une femme qui a travaillé toute sa vie avec son mari et qui se sont mariés sous le régime de la communauté des biens, mais vous allez encore constater que cette femme-là n'a pas le droit de recevoir une part des biens laissés par son mari. C'est injuste. Vous avez encore des femmes aujourd'hui qui travaillent, et ça c'est à travers le monde, hein. J'ai fait des recherches, je me rends compte que
je me suis rendu compte que dans la plupart des pays du monde, nous avons encore ce problème-là. Vous avez des femmes qui ont les mêmes diplômes que les hommes, qui ont fait les mêmes écoles, mais qui n'ont pas les mêmes salaires. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes qui vous diront que je gagne moins. Et par exemple, si le monsieur gagne 100 000, elle va avoir un salaire de 80 000, de 70 000, mais c'est le même travail. Ce sont les mêmes diplômes qui sont présentés. Aujourd'hui, les femmes continuent à subir des discriminations. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, encore, on a un phénomène. Et comme on a parlé des femmes et de la jeune fille, vous avez encore des jeunes filles aujourd'hui, s'agissant par exemple de la jeune fille, vous avez des jeunes filles aujourd'hui qui ne restent pas longtemps, en fait, qui ne vont pas à l'école. Il y a même des jeunes filles, malgré qu'ils vont à l'école, mais qui ne restent pas longtemps à l'école, justement, parce que la femme, sa place, c'est dans le mariage. La femme n'a pas le droit de faire longtemps les études parce qu'elle doit épouser, elle doit faire des enfants. Et vous avez des filles à qui on a volé leur enfance. Vous avez des filles qui avaient des rêves, mais qui ont vu leurs rêves être brisés. Parce que, justement, il y a encore cette tradition qui pèse en Afrique de l'Ouest, le mariage précoce, les mariages forcés. Vous avez aussi ce qu'on appelle comment on appelle ça, des femmes qui subissent encore des excisions aujourd'hui. Et ce n'est pas normal. Et donc, vous avez une jeune fille qui ne va pas loin dans ses études, mais quel genre de femme sera-t-elle demain? Quelle est l'éducation que cette fille qui devient femme va transmettre à ses enfants? Tout ça parce qu'elle n'a pas eu de chance d'aller loin dans ses études, parce qu'elle a été donnée de force en mariage. Elle a été mariée de façon précoce, alors que cette femme, cette jeune fille avait beaucoup de rêves. Donc, tout ça, ça dénote que malgré les efforts qui ont déjà été fournis jusqu'ici, des femmes continuent encore à vivre des discriminations. Et dans d'autres pays, on pourrait se poser la question, mais il y a des pays où vraiment on protège les droits des femmes. Mais les discriminations ne manquent toujours pas, même de façon implicite. Hein, même de façon implicite. Vous avez par exemple aux États-Unis, je pense que tout le monde a suivi. Dernièrement, nous avons suivi les élections aux États-Unis où on a vu Hillary Clinton qui était là, qui était bien positionnée pourtant, mais on a refusé, les États-Unis ont refusé d'élire une femme. Et justement parce que les États-Unis ne sont pas encore prêts à élire une femme. Vous avez vu? Donc c'est déjà une forme de discrimination. C'est le cas en France aussi, avec d'autres femmes qui se sont présentées à la présidentielle. Vous avez des femmes comme Marine Le Pen et autres. Et cela montre encore que même dans les pays qui sont dits développés, où les droits des femmes sont dits respectés, il y a encore des formes de discrimination. Il y a des stéréotypes qui sont encore là. Les hommes, parce qu'ils n'acceptent pas qu'une femme soit élue présidente de la République. Pourquoi une femme serait élue présidente de la République? Pourquoi? Pourquoi? Et vous avez encore ce phénomène de la sous-représentativité de la femme. Aujourd'hui, et pourtant la loi dit que l'homme et la femme sont égaux en droit, mais la femme est sous-représentée pratiquement dans toutes les sphères de la vie sociale, tant politique et autres. Vous allez même remarquer que même il y a des femmes, il y a moins de femmes qui occupent des postes de patronat, de direction en fait. C'est rare qu'on donne la direction d'une société à une femme. C'est très, très rare. En fait, le pourcentage, il est faible. Le pourcentage, il est très, très faible. Pourquoi cela? Alors qu'il y a des femmes qui ont des capacités, des femmes qui sont très intelligentes, des femmes qui ont fait de longues études, qui ont des diplômes, qui peuvent assumer ces postes de responsabilité. Mais vous avez des hommes qui vont vous dire non, la femme, elle doit, c'est vrai qu'elle est là, mais ce n'est pas ce genre de poste qu'on doit lui donner.
Jusqu'aujourd'hui, ça existe. Mais pourtant, qu'est-ce que le droit dit? Qu'est-ce que la loi dit? Nous sommes égaux. Mais cette égalité n'est pas toujours effective. Cette égalité n'est pas effective de nos jours. Non. Pourquoi? Parce que simplement, par exemple, aujourd'hui, il y a un phénomène auquel nous assistons tous. Prenons le cas des mères célibataires. Vous avez aujourd'hui des hommes célibataires, des pères célibataires, des pères, en fait, des pères célibataires qui ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Vous avez des femmes, des mères célibataires qui sont là, qui ont l'obligation de s'occuper des enfants. C'est normal. Mais vous voyez déjà que c'est une forme de discrimination. Ça, on ne le dit pas assez, on ne le dit pas souvent. On ne soulève même pas souvent cet aspect. Mais c'est une forme de discrimination dans nos sociétés. Parce qu'une femme qui a beaucoup d'enfants, à quel moment cette dernière aura le temps d'étudier? À quel moment cette dernière aura le temps de se former? Parfois même ces petites économies serviront à s'occuper de ses enfants. Et le papa est où? Il fait tout ce qu'il veut, il a le temps d'avancer, il a le temps d'étudier. Et c'est le même cas aussi, même c'est aussi le cas pour la femme mariée. Le cas de la femme mariée, c'est la même chose. Une femme qui est à la maison, qu'est-ce qu'on dit souvent? Non, c'est la femme qui doit s'occuper des enfants. C'est la femme qui doit prendre soin des enfants. Le mari doit aller chercher l'argent et ramener à la maison. Et la femme, elle doit être là pour s'occuper des enfants. Donc, vous voyez que la femme n'a pas quasiment pas de temps pour elle. Et la femme, elle est transformée en nounou. Ce n'est pas pour autant dire que la femme ne peut pas s'occuper de ses enfants, non. Mais les responsabilités devaient être partagées. Rien que pour ça, les responsabilités devaient être partagées. Et ça, ce sont même des congés de maternité. La femme, l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il a le temps. Rares sont ces hommes-là qui prennent des congés de paternité, on va dire, pour s'occuper aussi, pour aider à la maison. Mais ils sont là, ils ont le temps pour eux. Et après, on est surpris de constater que la femme n'a quasiment rien fait de sa vie. Parce que la femme, elle est tellement maternelle que cette dernière va dédier sa vie à ses enfants, chose qui est normale, chose qui est normale. Mais, dans le fond, c'est une forme de discrimination. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut, est-ce que je peux voir des réactions? Voilà, ok, merci. Parce que j'ai un problème de connexion, donc quelquefois, de temps en temps, je vérifie si on me suit. Merci beaucoup. Donc ça, c'est des choses dont on ne parle pas souvent. Ah là, merci. Ce sont des choses dont on ne parle pas, mais qui font très mal à la femme, qui font vraiment très mal à la femme. Voyez-vous? Donc, en ce qui concerne les droits, nous retenons que euh, les droits existent, mais un droit qui existe, qui n'est pas appliqué, c'est compliqué. Hein? Ça veut dire que c'est une forme de promesse. Un droit qui existe, mais qui ne peut pas être revendiqué, bah, on va dire que ce n'est pas vraiment du droit, c'est une promesse pure et simple, sur du papier, en fait. Donc, vous voyez déjà que, s'agissant des droits de la femme, il y a beaucoup à dire. Des discriminations continuent, malgré l'existence de ces droits, malgré l'existence des textes. Malgré l'existence des textes, la femme continue à être discriminée. S'agissant des violences, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Au quotidien, les femmes subissent même les violences économiques. Il y a des femmes qui ne savent même pas
qu'elles sont victimes de violences économiques au quotidien. Il y a des femmes qui ne savent même pas qu'elles sont victimes de violences économiques au quotidien. Vous avez des femmes qui sont dépouillées. Une femme qui fait son petit commerce et son homme vient tout le temps prêter, 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 prêter. Et lorsque cette dernière va aller vers celui-là pour dire, bah, écoute, chérie, est-ce que tu peux me rembourser ce que tu as pris? L'homme, il va toujours donner une réponse pour dire, bah, écoute, je veux te rembourser, tu es de ma maison et tout. Je t'ai épousée. Et aujourd'hui, le mariage devient comme un piège. La dot devient un piège, surtout pour nous les Africains. Je t'ai doté, j'ai dépensé, j'ai beaucoup dépensé pour t'épouser. Voilà, la femme devient comme un objet. L'homme a le droit de faire ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Même lorsqu'il a prêté l'argent de sa femme, il ne peut pas rembourser. Parce que justement, il a doté. Il est épousé. Vous voyez un peu? Et cette femme-là, elle n'aura pas d'économie. Elle n'aura pas d'économie. C'est déjà une forme de violence économique. Elle n'aura pas d'économie. Et donc, vous voyez, elle va être pauvre. Et un jour, s'il arrivait qu'elle perdait son mari, qu'est-ce qui lui restera pour éduquer ses enfants, pour s'occuper de ses enfants? Rien, elle n'aura rien. Elle n'aura rien. Donc, vous voyez déjà la condition de cette femme-là. Imaginez-vous la condition de cette femme-là, vraiment. Il y a des femmes qui subissent plusieurs formes de violence. Il y a des violences, pas seulement physiques, mais il y a aussi des violences psychologiques. Celles-là qui font plus mal. Vous avez un homme qui vous dénigre en longueur de journée. Un homme qui va vous rabaisser en longueur de journée. Un homme qui va vous injurier en longueur de journée. Parfois, lorsque vous irez voir votre maman ou votre sœur, on vous dira non, supporte seulement, c'est ça le mariage. Non, c'est comme ça le mariage. Nos mamans aussi, elles ont vécu ça, mais elles ont supporté. Voilà pourquoi, hein, à l'époque de nos vieilles mamans, à l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, les femmes mettaient du temps de leur mariage. Il n'y avait pas de divorce, mais justement parce que ces femmes, non seulement ne connaissaient pas leurs droits, mais elles ont accepté de vivre comme ça, elles ont accepté de subir. Elles ont gardé le silence pour le bien de la famille. Parce qu'on dit qu'il y a des enfants, si je pars, ben, qui va s'occuper de mes enfants? Elles sont rabaissées tout au long des journées. Tout le temps, l'on va se mettre à l'injurier. Tu as grossi, tu es devenu comme Michelin. Ça fait mal quand vous dites à une femme, tu as grossi, tu deviens comme Michelin, tu n'es plus attrayante, tu n'es plus belle, je ne peux pas sortir avec toi. Tu ne me sers à rien, donc toi tu restes à la maison pour t'occuper des enfants. Tu me fais à manger et quand je rentre du boulot, tu me reçois. Je dois trouver la nourriture à table à 20h. Quand je rentre, ou soit à midi, quand je prends ma pause, je dois venir trouver à manger sur la table. Vous imaginez-vous? Mais ces femmes-là, au quotidien, qu'est-ce qu'elles font? Elles gardent le silence. Elles n'osent pas le dénoncer. Qui va la croire? Parce qu'en Afrique, c'est normal. C'est comme ça que nos mamans ont fait. C'est comme ça que nos mamans ont vécu. Voilà. Et tu ne peux rien. Supporte ma belle. C'est ça le mariage. Vous voyez? Donc, ces femmes-là, elles ne savent même pas que c'est une violence. C'est une violence qu'elles subissent au quotidien. Des violences physiques, n'en parlons pas. Combien sont ces femmes qui sont battues? Même pas seulement ici en Afrique, même en Europe. Il y a des femmes qui sont battues en longueur de journée. Il y a des femmes qui meurent tous les jours parce qu'elles sont victimes de violences. Mais lorsqu'elles le disent, même à l'église, quand elles vont, pasteur, je suis battue tous les jours par mon mari. Non, il faut rester. Il faut prier. Dieu va le délivrer. C'est le diable. Non. Jusqu'à quand on va supporter ce genre de choses? Jusqu'à quand? Donc, vous voyez déjà que c'est juste une façon de vous démontrer que au quotidien, les femmes sont victimes de violences, malgré que les lois existent, malgré que les textes sont là. Les femmes ont peur. Les femmes ont peur de dénoncer.
Les femmes ont peur de dire ce qu'elles vivent, ce qu'elles subissent tous les jours. Parce qu'il y a le regard de la société. Qu'en dira-t-on? Il y a le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et quelquefois, même lorsque ces femmes crient, personne n'écoute. Oh ben écoute, non, écoute, ben écoute, c'est comme ça, hein. Faut supporter, c'est la vie. Ben écoute, nous aussi, nous avons vécu ça, hein, c'est ça. Donc, on a normalisé ce qui est anormal. Il y a aussi un autre phénomène qui bat vraiment le record, et ça, toutes les femmes le vivent, que ce soit les femmes qui sont à l'étranger, dans d'autres pays, par exemple comme la France, les États-Unis, l'Afrique. Oh, c'est le phénomène de l'infidélité. L'infidélité. Ça, c'est une forme de discrimination, même voire même de violence que les femmes subissent au quotidien. Lorsqu'un homme est infidèle, nos sociétés le cautionnent. On va dire, non, l'homme a le droit d'être fidèle. C'est un peu comme pour prouver sa virilité, c'est un peu comme pour dire, bon, écoute, c'est un homme qui est infidèle, qui ramène 2 ou 3 femmes à sa mère ou à ses sœurs, ben, on va dire qu'il est fort, voilà. Mais la loi ne le dit pas. Ne dit pas que la loi ne cautionne pas l'infidélité. La loi ne cautionne pas l'infidélité. Mais aujourd'hui, quand vous avez un mari infidèle, il y a des femmes qui s'en foutent, il y a des femmes qui vont vous dire, bah, écoute, moi je m'en fous, même si mon mari est infidèle, je ne veux jamais divorcer parce que mon mari est infidèle. Mais c'est déjà une discrimination. Mais que les femmes, quelquefois, acceptent elles-mêmes. Les femmes, il y a des femmes qui ont déjà accepté l'infidélité de leur mari. Elles sont à l'aise avec. Mais quelquefois encore, ces mêmes femmes-là viendront encore pleurer pour dire non, mon mari, ceci, il m'a trompé. Mais oui, tu l'as accepté au début, mais tu subis. Et les femmes subissent au quotidien les infidélités de leur mari. Ça, c'est un phénomène qui bat vraiment son plein, surtout dans nos sociétés africaines, même en Europe, même aux États-Unis. C'est un phénomène qui, je veux dire, qualifié de phénomène universel. On va dire que l'infidélité devient aujourd'hui un phénomène universel. Voilà. Et les femmes subissent ces choses tous les jours, malgré que les droits existent. Voilà. Maintenant, on se rend compte que un droit qui n'est pas respecté, qui n'est pas revendiqué, c'est une promesse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dénoncer, il faut dénoncer. Mais comment dénoncer? Comment le dénoncer? Par quel mécanisme dénoncer cela? Et où dénoncer ces droits? Où les dénoncer? On va dire qu'un droit n'a de valeur que s'il peut être défendu. Mais défendu où? Il va défendu au tribunal, d'où on va parler de la justice. C'est quoi le rôle de la justice? Le rôle de la justice, c'est justement de faire respecter les droits. C'est un endroit où on fait respecter les droits, on défend les droits. De façon générale, on défend les droits. Et c'est en justice qu'on défend les droits et on obtient réparation d'un préjudice subi, ou soit, si on était victime, on a été victime d'un viol, de violence, en ce moment-là, la loi punit. Parce que le droit pénal existe. Nous avons le droit pénal, nous avons le droit civil. Le droit pénal, c'est lorsque des infractions doivent être sanctionnées. C'est le mécanisme que le droit a prévu pour sanctionner toute forme d'infraction, toutes les infractions. Les infractions. C'est-à-dire que quand on parle des violences, ce sont des infractions à la loi pénale. Loi pénale, chaque pays a une justice. Nous avons des tribunaux qui existent. Voilà, nous avons des tribunaux qui existent. Donc, lorsqu'une femme est lésée dans ses droits, elle va s'adresser à la justice. La justice, ici, on va parler des tribunaux. Tribunaux, c'est des endroits où on fait respecter les droits. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ne savent pas
que elles ont été victimes de violences, elles ont été victimes de leurs droits, ou leurs droits, elles ont vu leurs droits être bafoués, qu'elles doivent s'adresser à justice, c'est-à-dire aller au tribunal. Il y a des femmes, parce qu'elles sont sous-informées justement, parce qu'elles sont sous-informées, parce qu'elles ne savent pas comment faire, à qui s'adresser. Et quelquefois, nous avons des femmes enfin, je veux dire que des femmes qui choisissent même de ne pas aller porter plainte. Il y a des femmes qui, par contre, ne sont pas informées que lorsqu'elles ont été victimes d'une infraction, lorsqu'elles ont été lésées dans leurs droits, il faut aller au tribunal pour obtenir réparation de leurs droits. Et j'ai parlé tout à l'heure qu'il y a des femmes qui ont peur, en fait, qui ont peur parce qu'elles se disent que mon mari, imaginez-vous votre mari, vous allez porter plainte à votre mari, qu'est-ce que la société ne va pas penser de vous? La famille, l'opinion de la famille, on va dire, mais vous êtes une mauvaise femme parce que vous êtes allé porter plainte à votre mari. Pourquoi? Il ne faut pas. Il ne faut pas porter plainte à son mari. Il y a cette peur-là, il y a cette crainte, en quelque sorte. Mais aussi parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas. Elles subissent ce contenu, elles acceptent, ça devient comme normal, en fait. Elles se disent, bon, écoutez, bon, ça arrive, moi, je veux supporter, je veux accepter. Non, mais le droit a prévu tous les mécanismes pour punir les auteurs de ces actes. Le droit a prévu tous les mécanismes pour punir les auteurs de ces actes. Si vous êtes une femme ou que vous êtes victime au quotidien de toute forme de discrimination, mais vous pouvez saisir le tribunal. Si, par exemple, vous êtes votre belle famille, vous avez écarté, par exemple, que vous avez écarté dans la succession de votre mari, et la belle famille estime que vous n'avez pas le droit d'avoir des parts dans l'héritage laissé par votre mari, vous pouvez saisir le tribunal sur requête, saisir le tribunal pour obtenir réparation de vos droits. Et le juge va vous rétablir dans vos droits, tout simplement. Mais pour cela, vous aurez besoin peut-être d'un avocat. Vous aurez besoin peut-être d'un huissier de justice. Vous aurez peut-être besoin d'un notaire, je ne sais pas. Mais pour cela, il faut être informé. Il faut demander conseil. Quand vous avez une situation, ne restez pas tranquille. C'est vrai qu'on va parler aussi, il y a peut-être un phénomène qui fait que certaines femmes disent qu'elles n'ont pas accès à la justice parce que justement, des coûts sont exorbitants. La justice, c'est vrai, les coûts sont exorbitants parce que pour requérir les services d'un avocat, il faut payer ses honoraires, il faut payer ses honoraires. C'est ce qui fait que déjà la condition de la femme, vous voyez, cette femme-là, elle est pauvre. Vous avez affaire à une femme pauvre qui n'a pratiquement pas de revenus, qui est victime de violence. Comment va-t-elle faire pour saisir et pour requérir les services d'un avocat afin de défendre ses droits? Vous avouez que cette femme, elle va être dans une position où bon, elle se dit, bon, écoutez, moi, je n'ai pas d'argent déjà pour aller requérir les services d'un avocat pour m'aider. Mais donc, je laisse tomber. Il y a des femmes qui décident d'abandonner parce que justement, elles se disent que ben, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. À qui vais-je demander conseil? Elles n'ont peut-être pas des gens à qui se tourner, vers qui se tourner. Elles n'ont pas peut-être pas des gens vers qui se tourner pour demander conseil justement. Ou soit aussi, elles peuvent aussi demander conseil des gens qui ne savent pas et elles vont être mal orientées, elles vont être mal conseillées. Vous avez vu? Elles vont être mal conseillées, mal orientées. Elles vont perdre du temps. Parce qu'il faut savoir qu'en matière d'infraction, il y a ce qu'on appelle la prescription. Des délits, les contraventions, vous avez 1 année. Vous avez, donc, s'agissant des délits, 3 ans, les viols, tout ce qui concerne les crimes, en fait, vous avez 5 ans. Bon, imaginez-vous une femme qui a subi des violences, qui a subi, par exemple, des coups et blessures de la part de son conjoint ou je ne sais pas, de quiconque.
Mais cette femme-là, non seulement elle va être sous-informée, le temps passe. 3 ans plus tard, lorsqu'elle va découvrir que non, il fallait saisir le tribunal, il fallait saisir le procureur de la République, il fallait porter plainte pour obtenir, pour que les auteurs soient sévèrement sanctionnés, punis, le temps est passé. Quand vous allez au tribunal, elle va vous dire, mais madame, depuis ce temps-là, où étiez-vous? Vous avez perdu du temps. Déjà 3 ans et l'infraction est frappée par la prescription, donc on ne peut plus poursuivre l'auteur. Et l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est libre dans la société, il se promène, il fait tout ce qu'il veut et il va réperpétuer les mêmes actes. Il va les reproduire, il va encore aller, par exemple, frapper une autre personne, il va causer du tort à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, il y a ce phénomène d'impunité qui va s'installer et du coup, beaucoup de femmes, c'est comme ça qu'elles abandonnent quelquefois. Donc, elles vont abandonner parce qu'elles estiment que la justice, c'est cher. C'est vrai qu'il y a un coût à ça. Mais il y a aussi des femmes qui renoncent par peur. Elles vont se dire, ben, moi, une femme, imaginez-vous seulement un seul instant, une femme qui va porter plainte à son mari parce qu'elle a été victime de violences physiques ou, je sais pas, violence psychologique, ça peut être, bon, violence psychologique, violence économique. Cette femme n'osera pas aller porter plainte contre son mari. Porter plainte contre son propre mari, c'est inconcevable. Et vous avez aussi d'autres cas, par exemple, des cas, par exemple, il y a des femmes aujourd'hui euh, qui sont victimes, par exemple, de beaucoup de choses comme c'est le cas de cette femme-là qui vient en mariage avec leurs enfants. Ça, c'est vraiment criard. Il y a des hommes qui violent les enfants de leurs femmes. Mais ça devient un secret de famille. Ils vont parler. Et là, on protège le mari, on protège l'auteur qui a commis, qui a violé une petite fille, par exemple, de 2 ans, 3 ans. Ça va devenir un secret de famille. Parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure en Afrique, le poids des traditions. Donc, le poids des traditions, ça pèse toujours jusqu'aujourd'hui. Et donc, au nom de la tradition, on n'ira pas au tribunal. On dit souvent que le linge, ça se lave en famille. Le linge, ça se lave en famille. Et cette femme-là, elle n'aura pas le courage d'aller au tribunal porter plainte contre son mari pour pédophilie. Elle n'aura pas le courage de le faire. Et même en Europe, hein, il y a aussi des filles qui sont victimes de violences, de violences en fait, et qui n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur. Elles ont tellement été traumatisées par l'auteur qu'elles n'oseront pas parler parce qu'on leur aura dit que si vous le dites, vous le dénoncez, ben voilà, il y a des, voilà, vous allez mourir. Vous avez une jeune fille de 2 ans, 3 ans qui a été violée par son beau-père, mais elle va pas oser le dire. Elle va pas oser le dire. Ce n'est que plus tard, lorsqu'elle va atteindre la majorité, elle sera en confiance, elle pourra peut-être le dénoncer. Elle pourra le dénoncer. Mais ça, c'est en Europe, mais en Afrique, il y a Tantine qui est là, où le fils de Tantine a violé, par exemple, le fils de son frère, de son cousin. Bon, ça mélange la famille. On n'osera jamais le dénoncer. Entre-temps, cette jeune fille est en train de subir, de souffrir psychologiquement, même physiquement, parce qu'elle aura subi des violences. C'est atroce. Mais on va choisir de ne pas le dénoncer. On va choisir de taire cela. Ça va rester un secret de famille. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? La jeune fille, elle va continuer à subir. Mais la justice. Donc, on va se dire, mais finalement, les droits existent. Mais la justice est là, elle ne fait rien. La justice est là, elle ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on est sous-informé. Il faut que les femmes commencent à lever ces obstacles. Il faut que les femmes apprennent à s'exprimer. Il faut que les femmes passent à l'action, en fait. Il faut que les femmes passent à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Connaître ses droits et savoir qu'ils existent. Et savoir qu'ils existent, la justice ne suffit pas.
Je répète, connaître ses droits et savoir qu'il existe la justice ne suffit pas. Ne suffit pas. Les femmes doivent passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Ne plus se taire. Sortir du silence. Faire bouger les choses. Mais comment? Ça commence par apprendre à connaître ses droits. Très souvent, les femmes ne s'intéressent même pas aux questions de droit. Elles ne s'y intéressent pas. Elles ne s'y intéressent pas. Une journée comme le 8 mars, c'est une journée où on est censé faire le point sur nos droits, sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire. Mais cette journée, souvent, les femmes la passent dans des Ghana pour celles qui sont en Afrique. Particulièrement en Afrique, des femmes vont passer leur temps à emmerder leur mari afin que ces derniers puissent leur acheter les pagnes. Chérie, achète-moi le pagne. J'ai suivi une vidéo qui m'a fait rire ce matin. Je pense que c'est une mise en scène où il y a une femme qui a chamaillé son mari parce que ce dernier ne lui avait pas acheté le pagne du 8 mars. Et qu'est-ce que la femme va faire? Elle va dire, bon, écoute, comme tu ne m'as pas acheté le pagne, bon, moi, je te quitte. Je vais ailleurs et je veux trouver quelqu'un qui va m'acheter le pagne à cause du pagne. Alors que cette journée, c'est une journée où on est censé réfléchir sur nos réalités, sur la condition de la femme, la condition de la jeune fille. Parce que si nous, les femmes, nous ne faisons rien, rien ne va bouger. N'attendons pas que les hommes se lavent à notre place. Non, n'attendons pas les hommes se lever à notre place parce qu'ils ne le feront pas. Puisque ce sont eux les auteurs même de ces discriminations-là. Ce sont eux les hommes qui sont les auteurs de ces violences. Pourquoi voudrez-vous qu'ils se lèvent à votre place? La femme, les femmes doivent se lever, passer à l'action. Connaissez vos droits, femmes. Connaissez vos droits. Apprenez à connaître. Ne dites pas que moi, je n'ai jamais fait droit, ça ne m'intéresse pas, non. Parce que si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pourrez pas les revendiquer. Et demander réparation du préjudice subi, ce n'est pas possible. Apprenez à connaître vos droits. Les conventions existent. Les lois existent. La justice est là. Mais ça ne suffit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut connaître ses droits. Faire respecter ses droits. C'est-à-dire porter plainte. Faites recours à un avocat, un professionnel de droit. Et il y a les associations qui existent. Et c'est même là l'occasion pour encore amplifier ces associations. Nous devons avoir plus d'associations qui feront la sensibilisation sur les droits des femmes. Qui feront de la sensibilisation sur les droits des femmes. Si vous avez un souci, demandez conseil. Cherchez le recours d'un avocat. Cherchez un professionnel de droit qui va vous conseiller par rapport à la situation que vous vivez. Ne restez pas silencieux, s'il vous plaît, mesdames. Apprenez à sortir de votre silence. Faites des formations. Ne vous limitez pas. Parce que si vous vous limitez, vous n'accéderez pas à des postes de responsabilité. Parce que si vous vous limitez déjà vous-même, vous dites non, moi je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne peux pas, c'est pas possible pour moi d'occuper des postes de responsabilité. Si vous vous limitez vous-même, cela voudrait dire que vous ne ferez rien de bon dans votre vie. Il faut oser. Il faut oser aller plus loin que ça. Il faut oser rêver grand. Il faut oser rêver grand dans la vie. Ne vous limitez pas. Continuez à vous former. Continuez à vous former. Continuez à demander conseil. Informez-vous sur des mécanismes de droit qui existent dans votre pays. Si vous êtes en France, demandez comment ça se passe.
que ce soit en Afrique, aux États-Unis. Demandez comment ça se passe parce que chaque pays a prévu des mécanismes de droit pour sanctionner les auteurs des actes et puis obtenir réparation. Parce que si vous ne vous formez pas, vous ne vous renseignez pas, vous ne saurez pas quoi faire parce que ça vous arrivera. Et aussi, je demanderai aux femmes d'apprendre à dire non à l'infidélité des hommes. Ne normalisons pas l'infidélité des hommes, s'il vous plaît. Ne dites pas que non, c'est normal. Bon, moi, je m'en fous. Si un homme a trompé aujourd'hui parce que c'est déjà un problème. C'est déjà une forme de discrimination. Je dis que, je dis toujours aux femmes qui m'entourent, je dis toujours aux femmes qui sont proches de moi, qui me fréquentent au quotidien, de me poser toutes sortes de questions sur le droit, sur la vie de façon générale, surtout en ce qui concerne tout ce qui concerne le droit, parce qu'il y a des femmes qui veulent entreprendre, mais qui ne savent pas par où commencer. Tu veux faire du business, mais tu ne sais pas comment ça se passe. Mais tu vas te rouler dans la farine. Tu seras brimé dans tes droits. On va te brimer. Tu vas faire des affaires avec quelqu'un qui se connaît en droit, mais qui saura comment faire pour te brimer dans tes droits. Et tu ne sais pas qu'on est en train de te brimer. Si tu ne connais pas tes droits, comment sauras-tu que tu es en train d'être brimé là? Tu fais faire les affaires, mais ça ne suffit pas. Il faut connaître les droits du travail. Oh, là encore, beaucoup de femmes ne connaissent pas le droit du travail. Vous avez été engagé quelque part dans cette société et ça se limite là. Mais il y a, par exemple, dernièrement, il y a une amie qui m'a fait savoir qu'elle avait été elle a été virée de son boulot parce qu'elle était tombée enceinte. Vous imaginez-vous? Son patron n'a pas supporté le fait de l'avoir enceinte. Sous prétexte que non, le rendement était devenu faible, elle n'était plus, on va dire quoi, elle était plus très active. Et du coup, bon, le patron dit non, je n'ai plus besoin d'elle virer parce qu'elle est tombée enceinte. Quelle discrimination! Ça, c'est grave. Parce qu'elle est tombée enceinte, elle a été virée de son boulot. Elle était virée. Et ça, c'est pas normal. Donc, si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pourrez pas passer à l'action. Parce que justement, c'est tout ça. Parce que le droit existe, la justice existe. Mais qu'est-ce qui manque? C'est pas ça l'action. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Faire recours à un avocat pour que, justement, tu sois rétabli dans tes droits. Il faut connaître que dit le droit du travail. Tu es dans une société, que disent les conventions collectives. Il faut connaître. Il faut connaître. Une femme qui tombe enceinte, elle est virée par son patron. Une femme qui a mis au monde congé maternité, elle est virée par son patron. Quelle forme de discrimination? Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Apprenez à connaître vos droits, chère dame. Apprenez à les connaître. Tu veux entreprendre, apprends à connaître que dit la loi sur l'entrepreneuriat. L'acte uniforme est là. Tout est défini dans l'acte uniforme. Tu veux entreprendre, que dit la loi sur l'entrepreneuriat? Tu es une femme, tu veux entreprendre, que dit la loi sur l'entrepreneuriat? Tu veux ouvrir une société, que dit la loi? Tu veux travailler quelque part, que dit la loi sur le droit de travail? Tu dois connaître les droits. Tu dois connaître la loi. Sinon, tu ne sauras pas que tes droits ont été bafoués. Tu ne sauras pas. Donc, aussi, j'aimerais dire une chose à l'endroit de la jeune fille. Je dis souvent que l'éducation commence à la maison. S'agissant de la jeune fille, chère dame, apprenez à transmettre les valeurs à vos enfants. Ça se passe à la maison. L'éducation, ça commence à la maison. Une jeune fille qui a été bien éduquée,
Une jeune fille à qui on a transmis des valeurs, en ce moment-là, cette jeune fille va prendre sa vie au sérieux. Apprenez à vos jeunes filles qu'elles ont encore le temps de faire leurs études. Le choix du mari, ça c'est après. Apprenez-leur que lorsqu'elles sont jeunes, elles doivent se concentrer et se consacrer à leurs études. Transmettez à vos filles les valeurs de, de la chasteté, les valeurs de se garder. Parce qu'une jeune fille qui s'est gardée, c'est une jeune fille qui va aller loin de ses études parce qu'elle ne va pas elle va pas vous ramener une grossesse à la maison, une grossesse précoce. Or, nous savons tous que lorsqu'une jeune fille tombe enceinte, c'est un problème déjà. Parce que cette jeune fille-là, elle n'aura pas toujours la volonté de poursuivre ses études. Et ça dépend aussi des familles. Si elle tombe sur des femmes, enfin, si elle est dans une famille où on peut la soutenir, tant mieux. Mais des jeunes filles aujourd'hui, lorsqu'elles sont tombées enceintes, c'est fini pour elles. Le parent va te dire, bah, écoute, tu tombes enceinte, moi je te paie plus les études, je ne fais plus rien pour toi, tu te débrouilles avec ta grossesse. Et vous voyez que cette jeune fille, sa vie prend un coup. Parce que justement, cette jeune fille qui rêvait de devenir pilote, cette jeune fille qui rêvait de devenir magistrate, cette jeune fille qui rêvait de devenir huissier de justice ou avocat, que sais-je, mais je vois ses rêves. Euh, Écoutez, voilà, éduquez bien vos filles à la maison, chères dames. Prenez le temps pour vos enfants. Et il y a aussi une chose que je voulais soulever ici. Les discriminations, souvent, ça commence dans nos propres maisons. Nous élevons les garçons rois. La fille, nous élevons les garçons rois et la fille esclave. Nous donnons souvent les tâches ménagères, toutes les tâches ménagères à la fille, à la jeune fille. Le garçon, il est là, il a le temps de faire ses études. Mais c'est pourquoi nous constatons l'écart dans les études, l'écart dans la formation, l'écart même dans la façon de faire. Parce que le jeune garçon, il a le temps de faire ses études, il a le temps d'aller loin dans ses études, il a le temps de réaliser ses rêves. Mais la jeune fille, elle n'aura pas toujours le temps d'étudier. Elle n'aura pas toujours le temps de se concentrer dans ses études. Elle n'aura pas toujours le temps de faire ses devoirs. Quelquefois, vous avez des ménages ici où des parents envoient leurs enfants à se prostituer, encouragent même leurs enfants à se prostituer afin de ramener de l'argent à la maison. C'est vraiment, c'est triste. Vous avez des parents qui demandent à une jeune fille de 15 ans de ramener l'argent à la maison. Mais où est-ce qu'elle va trouver cet argent si elle ne va pas se prostituer? C'est pourquoi passer à l'action, c'est aussi bien éduquer ses enfants. Transmettre des valeurs sûres à nos enfants, aux filles tout comme aux garçons. Il faut apprendre aux jeunes garçons à respecter leurs sœurs, à respecter leurs sœurs à la maison. Il faut apprendre à nos jeunes garçons la responsabilité. Leur apprendre que le fait de respecter la fille, le fait de respecter sa sœur ne lui enlève rien. N'enlève rien à sa chefferie, n'enlève rien en lui. Au contraire, ça va le rendre un garçon bienveillant. Il faut savoir bien éduquer ses enfants, s'il vous plaît. Aidez vos filles à réaliser leurs rêves. Inscrire vos enfants dans de bonnes écoles afin que vos enfants apprennent bien. Mais aussi, éduquer aussi les enfants, surtout nos filles, c'est leur éduquer aussi la vie, en fait, leur parler de la vie sexuelle. Apprenez à vos filles à dénoncer les attouchements dont elles auront été victimes. Vous avez des jeunes filles aujourd'hui qui sont victimes des attouchements de la part des grandes personnes, mais qui n'osent pas parler parce qu'elles ne savent pas que ce sont des attouchements. Apprenez à vos filles que non, si un garçon te touche, tu dis non. Tu viens le dénoncer à la maison. Si un jeune garçon se rapproche de toi pour te parler de sexe, tu dois fuir.
Il faut leur apprendre ça depuis la maison. Il faut leur apprendre que lorsque ton professeur, même ton professeur à l'école, t'a fait des attouchements sexuels, il faut venir le dire à la maison. Il faut parler à vos enfants. Il faut établir un dialogue avec vos enfants à la maison. C'est vraiment nécessaire. Établir un dialogue, c'est vraiment nécessaire. Et ça va aider aussi les enfants à comprendre que si je vis ceci, si je suis victime de ceci, on m'a fait des attouchements, je dois le dire à papa, je dois le dire à maman, ne restez pas tranquille. Et ça, c'est un phénomène que nous vivons à travers le monde. Des abus sexuels de tout genre, des abus sexuels de tout genre. Nous en sommes victimes, nos enfants en sont victimes tous les jours. Que ce soit les garçons, les filles, nos enfants en sont victimes au quotidien. Passer à l'action aussi veut dire informer vos enfants de leurs droits, surtout des parents qui connaissent leurs droits, parce qu'un parent qui ne connaît pas ses droits ne peut pas en parler à ses enfants. Non. C'est pourquoi on vous dit il faut vous informer. Il faut vraiment prendre conscience de cela, ne pas banaliser ces choses. Vous êtes une femme, dénoncez les victimes, les violences dont vous êtes victime au quotidien. Ne restez pas tranquille. Ne passez pas votre temps devant la télé ou devant Internet, devant, je sais pas, en train de scroller sur, je sais pas, il y a un réseau social souvent qui vraiment qui est à la une d'aujourd'hui. Je pense que c'est en dehors de Facebook, il y a Facebook. Je veux parler d'un réseau social qui est à la une aujourd'hui, qui c'est? J'ai besoin de savoir, il y a un réseau social où les femmes sont scotchées 24 heures sur 24. Mais le temps qu'on passe là, sur ce réseau-là, on peut aussi apprendre autre chose. On peut aller sur Google, apprendre sur les droits des enfants. On peut aller apprendre quels sont, voilà, TikTok. Voilà, merci beaucoup, TikTok. On passe tout notre temps sur TikTok au lieu d'apprendre des vraies choses. C'est ça, c'est passer à l'action. J'ai un smartphone qui me permet de m'informer, mais qu'est-ce que j'en fais? J'en fais bon usage. Je ne veux pas seulement passer mon temps sur TikTok, mais voilà, justement, prendre le temps. Donc, je vais atterrir en disant ceci. Les droits des femmes ne sont pas des privilèges, ce sont des droits humains fondamentaux. Et un droit ignoré ou abandonné perd sa valeur. Un droit ignoré ou abandonné perd sa valeur. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de connaître, défendre et transmettre nos droits. C'est pourquoi je félicite ce genre d'initiative où nous avons des plateformes aujourd'hui comme Mars au féminin qui permet de faire de la sensibilisation sur les droits des femmes, la sensibilisation sur la justice et la sensibilisation sur comment passer à l'action. Encourager les femmes à passer à l'action, à ne pas rester tranquilles, à ne pas rester donc à ne pas rester tranquille, à ne pas rester à l'aise, mais à sortir de leur zone de confort, à sortir de leur silence, afin de dénoncer toutes les discriminations, toute forme de violence auxquelles elles seront victimes au quotidien. Merci beaucoup. Et j'espère qu'une femme aura appris note ce soir. J'espère qu'une femme a compris l'importance de ce thème, l'importance de cette journée. J'espère qu'une femme aura compris que désormais, si elle a vécu, elle était victime d'une violence quelconque, qu'elle devrait le dénoncer. Je pense qu'une femme aura compris ce soir qu'elle ne doit plus renoncer à ses droits, elle ne doit plus renoncer à toute forme de droit qu'elle a, mais qu'elle doit au contraire dénoncer les actes qui ne l'honorent pas, à dénoncer les discriminations auxquelles elle est victime, et à dénoncer justement les violences auxquelles elle est confrontée au quotidien. Donc, j'en ai terminé. Et merci de m'avoir suivi avec attention. J'espère vous retrouver au prochain Mars au féminin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Maître André, pour votre intervention. Oh là là, ça nous a vraiment, vraiment challengé, mais nous avons des questions, Maître André. Nous vous gardons encore pendant quelques minutes. Nous avons des questions. Question, Maître André. Oui. Oui. Je crois que j'avais reçu quelques questions avant. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Est-ce que vous avez des questions maintenant? Oui, nous avons des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mettre sur le chat. D'accord, OK. Il y a une question ici. À quel niveau estimez-vous, c'est bien ça? Il y a Exactement. une question, des questions qui m'ont été posées ici. Euh, je prends quelques questions. La première, à quel niveau estimez-vous qu'il est important pour nous d'avoir une certaine connaissance des droits qui sont les nôtres, même si ça peut paraître rhétorique? Cette question aujourd'hui, pour nous qui grandissons en Occident, il y a tellement de choses qui nous paraissent normales que ces notions de connaître vraiment nos droits et nos devoirs nous paraissent secondaires. OK. Bon, à cette question, je dirais que je répondrai comme suit. Euh, la connaissance des droits est fondamentale, quel que soit le pays dans lequel nous vivons. Beaucoup de droits peuvent sembler acquis. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos. Beaucoup de droits peuvent sembler acquis ou évidents, mais surtout dans des sociétés où les lois protègent davantage les individus. Mais l'histoire nous montre que les droits ne sont jamais définitivement acquis, jamais définitivement acquis. Et donc, lorsqu'une femme ne connaît pas ses droits, elle peut subir des injustices sans s'en rendre compte, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos. Elle peut accepter des situations qui violent sa dignité. Voilà, et elle peut aussi avoir du mal à se défendre ou à défendre d'autres femmes. C'est ça. Donc, connaître ses droits, en fait, ça permet non seulement de se défendre soi-même, mais ça permet aussi de défendre d'autres femmes. Surtout si vous êtes aguerri de vos droits, vous connaissez le droit, vous pouvez aider d'autres femmes à défendre les leurs. Voyez-vous? Donc, lorsqu'une femme a été victime, par exemple, d'une discrimination ou d'une violence, mais si vous connaissez le droit, vous pouvez aussi aider cette femme-là à porter plainte et obtenir voilà, réparation non seulement de préjudice subi, mais aussi la loi permettra aussi de punir ces auteurs-là. Donc, euh, en fait, savoir, donc ça permet aussi de savoir aussi vers quelle institution se tourner, se protéger aussi les enfants et voilà les générations futures, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos. Donc la connaissance des droits de façon générale doit donc commencer par donc de l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans la famille, dans la communauté. Une femme informée est une femme plus libre, en fait, plus libre et plus capable de prendre des décisions éclairées pour sa vie. En fait, c'est ça, quoi. En fait.
Donc, c'est important de connaître ses droits parce que le fait d'être dans un pays où, enfin, dit développé, ne garantit pas à 100% que les femmes ne vivront pas, ne seront pas victimes de discrimination. Donc, c'est toujours important. Même de façon implicite, les femmes sont victimes au quotidien. Par exemple, vous avez des femmes qui sont harcelées tous les jours, des femmes qui sont harcelées au quotidien, même dans des pays dits développés où les lois sont protégées. Mais malheureusement, vous avez ce genre de phénomène. Donc, c'est toujours important de connaître ses droits. Le fait d'être dans un pays développé ne garantit pas à 100% que les femmes ne seront pas victimes de toutes sortes de discrimination, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos. En fait. Est-ce que la personne est satisfaite de la réponse? C'est bon? La personne ne réagit pas. On espère qu'elle a, qu'elle est satisfaite de la réponse. Et il y a une deuxième question ici. Je peux lire? Ouais. Ah, comment faire respecter ses droits quand on vit dans un pays où les autorités politiques, judiciaires bafouent le droit de femmes, les injustices qui violent et qui sont établis dans des palais de justice? OK. Ça, c'est une très belle question. Une question très pertinente d'ailleurs. Justement, j'ai parlé ici enfin, de connaître, non seulement, c'est vrai que parfois, même ceux qui bafouent nos droits, ce sont même des personnes qui sont censées nous protéger, qui sont censées, enfin, qui sont censées punir même ces auteurs-là. Mais il faut simplement dénoncer et permettre à ce que ces mêmes personnes prennent conscience que ce qu'elles font, c'est pas bien. Il faut dénoncer. Justement, c'est pourquoi il faut mettre en place des structures permettant aussi aux femmes de s'exprimer. Hein? C'est important parce que aujourd'hui, si on n'a pas dénoncé un phénomène, aujourd'hui, par exemple, nous avons Internet, ça nous aide beaucoup. Et avec Internet, nous avons la possibilité de dénoncer certaines choses, choses que nous ne faisions pas avant. Et même ces personnes-là qui sont là ont aussi des autorités supérieures au-dessus et qui peuvent aussi prendre des mesures pour dire, bon, vous êtes là, vous êtes censé garantir des droits, vous êtes censé faire votre travail, mais si vous ne faites pas votre travail, il y a le recours qui est là, il y a d'autres recours qui existent. Les recours, le droit a prévu tout. Il y a des mécanismes. Voilà. Donc, c'est pas parce que ces personnes-là sont des personnes politiques ou ceci qui bafouent les droits, mais ne peuvent pas être poursuivies. C'est pas vrai. Donc, le droit, il est établi pour tout le monde. Que vous soyez autorité ou pas, si vous avez bafoué, sachez-le que vous avez aussi la possibilité d'être poursuivi pour ce que vous avez fait. Mais les gens ont peur parce que bon, c'est une autorité qui a bafoué mes droits. Si je dis, est-ce qu'on va m'aider? La justice sera de mon côté? Est-ce qu'il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a cette crainte-là, mais c'est normal, mais euh, il n'en demeure pas moins que les mécanismes existent. Si c'est une autorité militaire, la personne qui a bafoué vos droits, par exemple, c'est un exemple que je prends, mais aussi des autorités, hein, des autorités. Donc, on va dire qu'il y a une hiérarchie qui est là. Vous allez voir le chef, il y a des recours qui se font. Il y a des recours. Si c'est un magistrat qui a bafoué vos droits, bon, en fait, il y a le conseil de la magistrature, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des recours qui existent. Dans tous les pays, je pense que des recours ont été mis en place pour que même les autorités qui ont bafoué, qui sont censées protéger, soient punies aussi. C'est parce qu'on est autorité qu'on va bafouer les droits des gens, qu'on va être exempt. Non. Merci, maître. Il y a une question dans le chat. Oui. Il y a une question, elle dit, j'ai appris lorsque je faisais mes études en 2022 par ma prof du droit des affaires, nous a appris que la femme était un bien tout comme la case, la plantation, alors qu'elle nous parlait du droit de femme pour réussir à faire des affaires ou pour avoir de postes de direction. Aujourd'hui, je ne suis plus de cette nationalité. Ma question est de savoir comment ces femmes écartées de la législation peuvent se défendre, la coutume étant brandie comme la règle. La question est de savoir comment
et de savoir comment ces femmes écartées de la législation peuvent se défendre, la coutume étant brandie comme la règle. Voilà la question. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas c'est dans quel pays, est-ce que c'est au Congo, comment, mais aucune femme n'est écartée de la législation. Parce que si une femme est écartée de la législation nationale, il faut savoir qu'il y a les conventions internationales qui existent. Et justement, les conventions internationales priment sur le droit national. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons des États qui ont encore des vieilles lois, qui n'ont pas encore procédé à des réformes, en fait. Il faut que ces lois soient réformées pour prendre tous les aspects en compte. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs recours. Donc, c'est vrai que la tradition est là, mais il faut savoir que c'est vrai que dans d'autres pays, la tradition crie plus forte. Elle crie vraiment, mais la loi, elle est pour tout le monde. Hein. La loi, elle est pour tout le monde. Donc, aucune femme n'a le droit d'être écartée. Aucune. La loi, elle est pour tout le monde. Il suffit juste de connaître ses droits, il suffit de connaître la loi pour savoir se défendre, en fait. Mais il faut savoir que les conventions, même si dans la législation nationale, une infraction n'a pas été prévue, ou bien par exemple, vous avez par exemple le harcèlement aujourd'hui. Je prends le cas du Congo. À l'époque, avant la loi Moebara, il n'y avait pas une loi qui punissait le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, le harcèlement sous toutes ses formes. Mais aujourd'hui, avant, on se référait, il y avait des conventions qui étaient là où le juge pouvait requalifier autrement. Mais pour ces femmes qui étaient victimes de harcèlement, qu'est-ce qu'on allait dire? On ne pouvait pas dire le droit parce que la loi n'avait pas prévu le harcèlement dans notre législation nationale. Parce que même dans le code pénal, actuellement, la réforme ne s'est pas encore faite. Mais ce n'est pas pour autant dire que si une femme a été victime, par exemple, de harcèlement, qu'on ne va pas punir les auteurs, puisque même les conventions existent. Donc, elle peut se référer aux conventions internationales pour crier justice. Et elle va obtenir réparation. Merci beaucoup, Maître André. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Mettez dans le chat. Il y avait des questions dans le chat. Il y a une question il y a une autre question qui a été posée. On dit, ayant grandi dans une famille dans laquelle ma mère est chrétienne et mon père, non, j'ai vu énormément de choses, pas forcément agréables, surtout quand il y avait des histoires d'infidélité et même de violence conjugale. Une fois, lorsque ma mère a voulu demander le divorce, la personne qui l'avait reçue au tribunal avait dit qu'elle est chrétienne et doit supporter et prier. Dans ce type de contexte-là, quelle doit être mon attitude en tant que jeune femme chrétienne? Voilà. Bon, c'est une question, on va dire, qui a deux volets. On va dire, il y a un volet, je sais pas, on va dire spirituel et un volet juridique. Bon, je répondrai comme ceci à cette question. Je dirais que dans un contexte où une femme chrétienne subit l'infidélité et la violence, mais qu'on lui dit de supporter et prier, quelle doit être l'attitude d'une jeune femme chrétienne? La foi chrétienne, je pense que la foi chrétienne enseigne l'amour, le respect et la dignité humaine. Il n'y a pas une Bible, il n'y a pas un livre dans ce monde qui enseigne mieux les valeurs, la dignité, l'amour que la Bible. Il n'y en a pas. Et donc, la violence, l'humiliation et l'abus ne font pas partie du plan de Dieu pour le mariage. Je ne pense pas. Ce n'est pas Pasteur Hollande, ce n'est pas l'abbé Hollande qui me dira le contraire sur cette question-là. Il est donc important de rappeler plusieurs choses. Il faut dire que la violence conjugale n'est jamais acceptable. Même dans un mariage, non.
C'est même quelquefois dans des mariages, souvent dans les mariages, que l'on subit plusieurs formes de discrimination. Pas seulement violence, hein, mais aussi toute forme de discrimination dans le mariage. Et donc, la foi ne doit pas être utilisée pour justifier la souffrance ou l'injustice, non. Parce qu'il y a d'autres hommes qui vont dire, bon, la soumission, la femme, parce qu'elle est chrétienne, elle doit toujours être soumise, elle doit toujours... Oui, oui, non, 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 non. La foi ne doit pas être utilisée pour justifier la souffrance ou une injustice, non, non, non. Et donc, une femme chrétienne peut, à mon sens, prier et rechercher la sagesse, c'est vrai, certes, mais elle a aussi besoin, elle a aussi le droit de se protéger et de protéger sa dignité. C'est pas parce qu'une femme qui est dans le mariage et qui se voit sa vie être en danger va rester parce qu'au nom au nom du mariage, au nom de ceci, au nom de la foi. Non. Si cette femme elle a été victime de violences plusieurs fois, elle a été battue plusieurs fois, au point même où elle a failli perdre sa vie, mais je pense que ben, elle a le droit aussi la femme a le droit de vivre parce que la femme a le droit de vivre, donc elle a aussi le droit de prendre les décisions qu'il faut parce que sa vie est en danger. Et donc, dans de telles situations, il est important de chercher de l'aide auprès des personnes de confiance, aussi consulter des conseillers, des responsables religieux. Hein. Si elle appartient à une communauté, elle peut aller voir aussi le pasteur qui peut aussi aider à trouver des solutions. Donc, connaître ses droits juridiques. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et supporter les violences, supporter la violence ne rend pas une femme plus fidèle à Dieu. Non. Se protéger et refuser l'injustice est aussi un acte de dignité et de responsabilité, je dirais. Parce que c'est pas parce qu'on prie, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est enfant de Dieu, qu'il faut accepter de subir les injustices au quotidien. Il faut accepter d'être battu par son mari tous les jours au nom de la foi, au nom de l'amour, au nom de ceci. Non. La femme a le droit à la vie et je pense que parce que la femme a le droit à la vie, et elle doit choisir la vie. Voilà. Il y avait une autre question, on va prendre rapidement. Il y a une autre question qui a été posée ici. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y a une question ici. Dernièrement, j'ai beaucoup entendu parler du sujet sur les devoirs conjugaux et j'avoue qu'en tant que jeune chrétienne non mariée, ce sujet a vu de tout ce que j'entends m'effraie un peu. Comment, comment aborder cette notion de consentement, surtout dans le cadre d'un mariage chrétien? Bon, euh, bon, il faut dire ceci que les femmes se battent. Hein. Euh, je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon propos, je pense. Les femmes se battent pour leurs droits. Parce que malgré les progrès juridiques, des discriminations existent encore dans de nombreux domaines, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans l'accès aux responsabilités, dans les salaires, voilà. Mais les lois, je dirais, trouvent encore... pardon, excusez-moi. Pardon. Euh, un instant, pardon. Pardon, excusez-moi. Seigneur. Oh, Bon, concernant ce sujet de devoirs conjugaux, je dirais que la seule réponse que je pourrais donner, c'est le dialogue entre époux, surtout lorsque les gens sont, enfin, c'est surtout si c'est un jeune couple, parce que c'est tellement compliqué, il faut
s'accorder, il faut, parce que même avant de se marier, il faut savoir ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter. Il faut savoir que faut connaître ses limites et le dire à son partenaire, son futur partenaire. Parce que cette histoire de consentement dans le mariage, c'est compliqué parce que déjà, on ne se marie pas parce que c'est une obligation, mais on se marie parce qu'on sent le besoin, on se marie parce que c'est peut-être le moment, mais dans chaque couple, chacun ses droits et ses devoirs. Donc, il faut savoir quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire tout simplement. Mais pour cela, il faut se connaître la loi parce que si vous ne connaissez pas le droit, vous ne saurez pas comment faire. Vous ne saurez pas comment vous départager les tâches, comment vous ne saurez pas comment, vous ne saurez pas qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi, tout simplement. Je crois qu'on a fini, on a fait le tour des questions. Voilà, donc la femme, elle a le droit de jurer de ses droits, mais si elle trouve que ses droits sont bafoués, ben, elle n'a qu'à les dénoncer pour que les auteurs soient punis et puis qu'elle obtienne une réparation. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Peut-être qu'il y a une dernière question. Merci beaucoup, Maître André. Il n'y a plus de questions. Votre intervention a été vraiment pertinente. Est-ce que les femmes, nous pouvons lever nos voix pour dire merci à Dieu pour la vie de Maître André, recommander son travail, tout ce qu'elle fait entre les mains du Seigneur, parce que c'est le fruit d'une passion, d'une mission que Dieu a donnée à Maître André. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te bénissons pour la vie de cette femme. Nous te bénissons pour la vie de cette servante parce qu'elle te sert à travers cette mission que tu lui as donnée, éternel Dieu. Elle parle de ça avec toute passion. Elle parle de ça avec tout son cœur, éternel Dieu. Merci parce que à chacun, tu as déposé quelque chose. Et en Maître André, tu as déposé cette fardeau pour que les femmes soient conscientes de leurs droits et que les femmes puissent se battre pour leurs droits. Merci pour la vie de cette femme. Nous bénissons sa famille, tout ce qu'elle fait, qu'elle prospère dans tout ce qu'elle fait, éternel Dieu, et qu'elle part de gloire en gloire. Notre Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Encore merci Amen. beaucoup, André. Nous espérons Merci. vous revoir encore. Ça ne sera pas la dernière fois de vous revoir encore parmi nous. Vous écouter, ça a toujours été un plaisir de vous écouter, d'écouter tout ce que vous partagez ici. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Vous avez quelque chose? Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi et j'espère que désormais, chaque femme ici, au sortir de cette réunion, prendra vraiment réellement conscience de la situation et apprendra à connaître ses droits et va renoncer au silence et va décider de dénoncer toute forme de discrimination, violence qu'elle subira au quotidien. Et aussi d'aider les autres femmes et dénoncer aussi même autour de soi lorsque il y a une discrimination quelque part, lorsque il y a des auteurs qui sont là, qui se promènent dans la nature, mais justement parce qu'ils doivent être punis. Mais avant qu'ils soient punis, il faut d'abord les dénoncer et aider ces personnes-là qui ne connaissent pas quoi faire, les orienter et vers des professionnels de droit et afin que leurs droits soient simplement voilà, que leurs droits soient non seulement reconnus, mais aussi que les auteurs soient punis, afin que nous puissions aussi avoir une société équilibrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître André. Merci.